Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une nouvelle saison de l'Hebdo Politique qui commence aujourd'hui et je suis ravie de vous accompagner. Ce soir, mon premier invité est Grégory Garestier, le maire Les Républicains de Maurepas. L'Hebdo Politique sur Sensation. Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes maire de Maurepas depuis mars 2014, mais également 4e vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de la mutation urbaine et de la stratégie commerciale. Vous nous expliquerez exactement ce qu'il en retourne, votre ville ayant rejoint l'agglo en ce début d'année 2016. Vous avez été très tôt séduit par la politique, d'abord lors de vos études, puisque vous êtes titulaire d'un master de sciences politiques et de communication. On est d'accord. Et plus concrètement, vous vous êtes engagé dès vos 16 ans avant d'adhérer à l'UMP à 20 ans, c'était en 2002. Avec vous, nous allons évoquer l'actualité de votre ville, de l'agglomération et puis bien entendu parler un petit peu des sujets plus nationaux. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. On va commencer par un sujet qui a marqué l'été. Votre ville a été un peu sous le feu des projecteurs, nationaux en tout cas, parce que vous avez accueilli pendant un mois 100 demandeurs d'asile dans un gymnase de votre ville. Une décision qui a provoqué, je le disais, de nombreux remous, ça a divisé les pour, les contre. Quelle a été votre principale motivation pour prendre cette décision ? Alors, tout d'abord, c'est pas une décision que j'ai prise moi-même, j'allais dire tout seul, puisque je n'ai pas vraiment eu le choix. Puisque l'État m'a appelé 48 heures avant l'accueil des migrants pour me demander de réquisitionner, enfin l'État réquisitionnait donc un gymnase. Donc j'ai dû leur donner une adresse et j'ai pas eu mon mot à dire puisque c'était une réquisition administrative. Et donc vous n'étiez pas d'accord ? Si vous aviez pu donner votre avis ? C'est pas que je n'étais pas d'accord, c'est la manière dont ça s'est passé. Après, on peut toujours discuter de la manière dont ça se passe et le devoir d'humanité que l'on doit également avoir pour accueillir ce type de population. Et plus largement, l'accueil des migrants, c'est un sujet donc qui s'inscrit dans une politique nationale, mais aussi une politique internationale. Et je me suis rendu compte finalement en les accueillant, bon déjà ça s'est très bien passé. C'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà, ça s'est très bien passé puisqu'on a une association qui s'appelait Habitat et Humanisme qui a absolument très bien géré pendant 3 semaines la situation. Moi-même je me suis rendu au gymnase des Bessières qui a accueilli les 98 migrants à peu près, où d'ailleurs la majorité de la journée ils n'étaient pas sur Maurepas puisqu'ils allaient beaucoup sur Paris. Et je me suis rendu compte que ils ne parlaient pas français, que 2, ils ne savaient même pas encore écrire leur nom et prénom dans l'alphabet latin. Donc il y a vraiment un travail à faire d'intégration. Et ça me pose des questions plus largement sur le fait, est-ce que la République française est en mesure d'accueillir ces personnes correctement ? Parce qu'après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils vont dans des centres d'hébergement, mais est-ce qu'ils vont trouver un emploi ? Est-ce qu'ils vont avoir un logement ? Donc voilà, ceci étant, c'est la manière de l'État que je critique. Après, le reste, ça s'est finalement très bien passé. On le sait que c'est une solution précaire, évidemment. Oui. Comment votre population a réagi ? Les gens sont venus vous voir ? Est-ce que, comment... Oui, alors on a eu des messages divers et variés, avec des tons parfois particuliers, j'allais dire parfois même odieux. Ça a été, il y a eu des inquiétudes qu'il a fallu gérer, donc j'ai tout de suite communiqué dans le quartier plus largement sur la ville pour, en toute transparence, dire que nous allions accueillir par réquisition administrative de l'État des migrants. Il a fallu en effet communiquer, il a fallu expliquer les choses, pourquoi. Il y a également des élus Front National qui se sont immiscés, et qui n'étaient pas de Maurepas d'ailleurs, qui se sont immiscés dans l'histoire pour faire peur aux riverains. En allant faire du porte-à-porte, ce qui est tout à fait inacceptable, de stigmatiser comme ça des populations alors que finalement ça s'est très très bien passé. Alors justement, quelle est à votre avis la solution pour ces gens ? Ils arrivent en France, est-ce qu'il faut justement ne pas les faire arriver en France, jusque-là, jusqu'à Maurepas ou jusqu'à Calais, ou bien est-ce qu'il faut les accueillir différemment ? Déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on en est là. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit accueillir des migrants je pense, dans une politique européenne qui doit être globale et à l'échelle des pays européens. Pourquoi on en est là ? On en est là parce qu'on a déstabilisé des pays en leur faisant la guerre et que maintenant on récupère les conséquences de ces guerres. Vous savez, quand on fuit un pays qui est en guerre, c'est pas par plaisir. Les migrants que nous avons accueillis à Maurepas, c'était surtout des hommes, voire que des hommes, et donc leurs familles sont restées dans leur pays d'origine. Et donc là aussi, on a un vrai problème lié aux conséquences de la guerre que nous menons depuis des années.
Et maintenant, on se retrouve dépassé parce qu'on a un afflux de population qu'on n'arrive pas à intégrer. Alors la politique qu'on doit conduire, elle doit être européenne. On ne peut pas évidemment accueillir tout le monde. Et si tant est qu'on puisse les accueillir, il faut être en mesure après de leur trouver un travail et un logement pour qu'ils vivent dans des conditions dignes. Voilà, c'est une politique d'intégration, je pense qu'il faut revoir complètement et surtout quelle politique étrangère on souhaite mener et comment on aide aussi ces pays qui sont en guerre pour qu'ils se reconstruisent, pour que ces populations, au lieu qu'elles migrent chez nous, qu'elles restent chez elles avec leurs familles. Voilà. Ce sera sans doute un des thèmes de la primaire Oui, des Républicains qui s'annonce, de la gauche et ensuite de la présidentielle. Autre thème important pour la France et puis chez vous, c'est ces attentats qui touchent beaucoup le pays et la façon dont il faut sécuriser nos villes et nos agglos. Vous, vos policiers municipaux, depuis cet été, ils effectuent leur ronde armés de matraques et de bombes lacrymogènes. Vous avez répondu à cet état d'urgence au niveau national. Pourquoi cette décision ? Est-ce que la délinquance a augmenté dans votre ville ? Alors non, la délinquance a baissé de plus de 30% depuis que je suis élu. Alors nous sommes passés de 2 agents de police municipale à 8. D'ailleurs à effectif pratiquement constant, puisque ce sont des agents qui ont souhaité se reconvertir dans cette branche de la fonction publique territoriale, donc en devenant agent de police municipale ou ASVP, ce qu'on appelle, dans évidemment une période où on a besoin de nos forces de police pour protéger la population, pour la rassurer, mais aussi pour répondre aux problèmes du quotidien, parce que la police municipale, aussi grâce au nombre, permet de sécuriser nos événements. Sans elle, je pense qu'il y aurait beaucoup d'événements qu'on ne pourrait pas maintenir. Et donc, pardonnez-moi, est-ce que vous avez justement annulé les événements ? Non, je ne les ai pas annulés parce que justement, avec aussi le maire d'Élancourt, nous entendons très bien et nous mutualisons aussi nos forces de police. Par exemple, pour le vide-grenier, Élancourt l'a fait la semaine dernière, j'ai accepté la demande de Jean-Michel Fourgousse de permettre à mes agents de police d'intervenir sur son territoire. Et pour le vide-grenier de Maurepas, la semaine prochaine, ce sera pareil, ce sont les agents de police municipale d'Élancourt qui viendront. Et donc, mais on est dans un contexte particulier parce que ce sont des événements parfois qui drainent énormément de monde et on se pose toujours des questions, est-ce qu'on doit maintenir, est-ce qu'on ne doit pas maintenir ? Moi je pense que la vie ne doit pas s'arrêter. Évidemment il faut être vigilant, évidemment il faut sécuriser autant que possible, mais on ne pourra évidemment jamais contrecarrer tous les actes terroristes. C'est clair, je pense qu'il faut être réaliste. Mais malgré tout, voilà, il faut quand même garder ces événements qui font de le bien vivre ensemble, sinon la vie s'arrête et puis on laisse gagner finalement les terroristes. Est-ce que cela rassure ou est-ce que ça a peur vos habitants de voir cette police municipale armée ? Non, c'est le contraire, ça les rassure. Alors on a signé une convention avec l'État pour leur permettre d'avoir des armes, en effet, bombes lacrymogènes, tonfa, etc. On ira certainement plus loin dans les mois qui viennent. Et l'idée, en effet, c'est que la police, dans une ambiance où, je dirais, dans une situation compliquée, où on est dans une époque qui est plus dangereuse, il faut que je protège aussi mes policiers qui soient aussi en capacité de pouvoir se défendre. Parce que c'est bien beau de les faire intervenir sur le terrain, mais s'ils n'ont pas les moyens de se défendre en cas de difficulté, ça n'a pas de sens. Plus généralement et plus nationalement, est-ce que le gouvernement gère bien cette période d'attentat depuis maintenant presque 2 ans, 1 an et demi ? Alors, je pense qu'il y aura toujours des failles. Après, moi, je me mets aussi à la place de l'État, du président de la République, du ministre de l'Intérieur. C'est une situation qui n'est pas facile à gérer. C'est toujours facile de critiquer. Mais quand on doit déployer des moyens ou un certain nombre de moyens pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas simple. Après, en effet, je pense qu'on ne va pas assez loin. Moi, par exemple, en tant que maire, j'aimerais savoir quels sont les fichiers S sur ma commune. Lorsque je fais des recrutements, j'aimerais savoir, pas le casier judiciaire numéro 3, mais les autres, pour, en connaissance de cause, aussi faire mes recrutements. On ignore tout ça. Ce n'est pas dangereux, ces fichiers, justement, de stigmatiser certaines personnes plutôt que d'autres ? C'est pas de stigmatiser, c'est qu'on soit au moins au courant de ce qui se passe, au moins au courant. Après, évidemment, il ne s'agit pas de faire de la discrimination. Voilà, pour savoir, parce que je suis le premier magistrat de la commune et que j'ai aussi des comptes à rendre à ma population et que pour éviter aussi les problèmes, c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi une concertation, un concours entre les forces de l'État et les forces de police de la commune. Moi, je suis aussi officier de police judiciaire en tant que maire, au même titre que mes adjoints, et je pense qu'on a besoin d'être au courant.
Et je pense que l'État devrait aussi aller beaucoup plus loin dans cette politique sécuritaire, avec davantage de prévention justement sur ces personnes qui sont fichées S et qui sont en mesure d'agir sur le territoire. Autre sujet plus léger, on essaye de voir tous les sujets qui sont d'actualité là, dans ce mois de septembre-octobre. Il y a eu la rentrée scolaire il y a quelques jours. Chez vous, elle a été marquée par la fin de travaux de réhabilitation d'un groupe scolaire. C'est la Marnière. Un chantier qui a quand même coûté, on le précise, 617 000 €, si je ne me suis pas à peu près hors taxe, oui. Voilà. Et vous prévoyez même à l'été 2007 de faire aussi des rénovations dans une autre école. Oui. Vous pensez que c'est important de mettre l'accent comme ça sur la jeunesse et sur l'éducation? J'imagine que oui. Oui, ça l'est. Alors, c'est une priorité du mandat de rénover nos écoles. On en a 17, surtout que j'hérite aussi d'un passé où j'ai des structures qui ont peu ou pas du tout été rénovées. L'exemple de la piscine en est flagrant. L'école de la Marnière a été rénovée sur son extérieur, isolation, 135 portes et fenêtres changées, les façades totalement refaites. Ça va faire économiser 30% d'énergie, c'est pas rien. Et puis on va continuer après sur la toiture, on va refaire les cours. Donc je pense en effet c'est une priorité parce qu'il faut que les élèves et les enseignants travaillent dans de très bonnes conditions, surtout que c'était une école où ils avaient souvent froid, où il y avait des courants d'air, etc. Et puis après en effet on a le groupe scolaire de la GIO, le groupe scolaire de la GIO qui est une des plus vieilles écoles de Maurepas, des années 70 également. Et là c'est pas 617 000 € comme vous venez de dire, là on part plutôt sur une enveloppe de 5 millions pour une école et on en a 17. Donc ce n'est pas rien parce que là, on va en faire en fait une école pilote en termes d'architecture aussi et puis d'aménagement extérieur-intérieur. Et puis un point particulier aussi qui me tient à cœur avec mon équipe, c'est la restauration scolaire. On n'y pense jamais assez, mais je pense aussi que la manière ou les conditions de vie dans lesquelles mangent les enfants est importante. Donc là aussi, on va essayer d'innover dans l'aménagement de la restauration scolaire, l'environnement dans lequel mangent les enfants pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop dans le bruit ou qu'ils mangent dans des locaux qui soient agréables. Voilà. Parce que les enfants qui font d'une bonne scolarité font aussi des adultes responsables. Oui, je pense bien intégrés. Oui, alors évidemment, ça ne remplace pas la politique éducative, mais je pense que déjà de travailler dans des locaux qu'ils soient rénovés, en plus qui font des économies d'énergie, où il n'y a pas de courant d'air, où on peut y accéder facilement, qui sont aux normes. Tout ça est important. La partie structurelle est importante, et puis après il y a la partie éducative, alors que nous développons évidemment au travers du PEDT, ce qu'on appelle, mais plus largement aussi avec la communauté éducative, parce que je rappelle que les programmes sont établis par l'éducation nationale. Voilà. Il y a aussi les rythmes scolaires, dont on parle beaucoup, que l'État a imposé aussi, on peut le dire, Tout à fait. aux communes. Vous, comment ça se passe chez vous, ces fameux TAP, les midis, les soirs? Est-ce que vous faites partie de ces communes qui ne sont pas très contentes et qui ont du mal à les mettre en place? Non, maintenant, alors au départ, nous étions opposés parce qu'on souhaitait un délai supplémentaire pour les organiser. Bon, ceci étant, maintenant, ça fait plus de 2 ans. Là, on rentre dans une période, j'allais dire, satisfaisante, même s'il y a encore des choses à améliorer, toujours, évidemment. Donc, on a 45 minutes le midi, entre 11h30 et 13h30 pour accueillir tous les enfants. Ça se passe plutôt bien, puisque maintenant, on a diverses activités qui sont réalisées. On a du Scrabble, on a des activités de théâtre également. Les animateurs réalisent des programmes qui sont en lien aussi avec la communauté éducative. Donc voilà, pour le moment ça s'est stabilisé, mais n'empêche que c'est un coût, parce qu'on a souhaité aussi à Maurepas garder ces TAP gratuits. Donc c'est un poids aussi financier sur la collectivité, d'autant plus qu'avec la baisse des dotations, plus toutes les normes qu'on nous impose, et encore la réforme aussi sur les ressources humaines avec le point d'indice, etc. pour les fonctionnaires. Donc tout ça est très lourd pour les finances, mais on a souhaité garder cette politique éducative accessible à tous. Et vous allez tenir le pari que vous aviez dans votre campagne de ne pas augmenter les impôts malgré tout cela? Oui, nous tiendrons. Et c'est pas sans conséquence sur les efforts. Depuis que je suis élu, nous avons réalisé plus de 2 millions d'euros d'économies. Plus de 2 millions d'euros d'économies sur un budget de 30 millions. Et nous allons continuer. C'est la seule solution. J'ai un devoir de responsabilité vis-à-vis mes électeurs, un devoir également de bien gérer l'argent public. Et donc voilà, on se pose aussi des questions. Est-ce qu'il faut garder tel ou tel service qui concerne telle ou peu de population de Maurepas? Est-ce qu'il faut mutualiser avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines?
avec les villes environnantes. Est-ce qu'on développe une nouvelle offre? Est-ce que l'on garde cette activité dans le public? Est-ce qu'on la passe dans le privé? On compare, on regarde, tout en améliorant la qualité du service public. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose, de restructurer la manière dont on pense le service public, parce que l'État nous y oblige, et parce que augmenter les impôts, c'est trop facile. Augmenter les impôts, c'est trop facile. Beaucoup font ça parce qu'évidemment, les situations financières des collectivités ne sont pas forcément les mêmes. Mais moi, j'estime en tout cas que voilà, j'ai un engagement de campagne, c'est une promesse, et donc je tiendrai cette promesse. On parle tout de suite de l'agglo de Saint-Quentin, justement. Alors, je le disais en présentation, votre ville a intégré cette communauté de Saint-Quentin il y a 6 mois, au début de l'année, là, janvier 2016. Premier bilan au bout de ces 6 mois de présence dans l'agglo? Bah écoutez, déjà grand retour, parce que Maurepas en faisait Oui, partie absolument. avant 1984, donc j'allais dire retour aux sources, qui était la logique des choses, c'est le même bassin de vie. Oui, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, absolument. Donc ce retour était souhaité. Évidemment, c'est nouveau pour beaucoup de monde. Il faut qu'on trouve un équilibre entre les 7 villes historiques et les 5 villes nouvelles qui entrent dans cette nouvelle agglomération. C'est pas 5 villes qui entrent dans la Casquie. Maintenant, c'est Ski, 50 en Yvelines. Et donc maintenant, nous déterminons les intérêts communautaires dans les compétences. Parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées, obligatoires, optionnelles. Et maintenant, on s'est donné avec la majorité jusqu'au 14 décembre pour déterminer le périmètre des compétences dans lesquelles va évoluer 50 ans en Yvelines en partenariat avec les communes. Donc c'est un travail passionnant. C'est passionnant, c'est lourd. On n'est pas tous d'accord parfois. Donc voilà, il faut aussi qu'on trouve un consensus sur un certain nombre de dossiers. Et puis moi en plus je suis en charge de la stratégie commerciale. Alors expliquez-nous justement. Oui, alors la stratégie commerciale qui était une délégation qui n'existait pas. On a de la chance à 50 ans en Yvelines d'avoir un très beau territoire avec un développement économique fort, mais il y a aussi une partie commerciale qui est très active puisqu'on est le premier pôle commercial des Yvelines. C'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien, avec 3 pôles, j'allais dire forts. On a celui maintenant de Plaisir-les-Clés, celui de Maurepas-Coigny avec Paris-Ouest, et après on a Montigny avec le canal et SkyWest. Et donc là je suis en train de mener avec mes équipes l'élaboration d'un schéma de développement commercial sur la totalité du territoire. C'est-à-dire ce qui va nous conduire dans les 20 ans qui viennent à avoir une cohérence sur le territoire, pour qu'on évite d'avoir des activités commerciales qui se cannibalisent, ce qu'on appelle, donc qui se mangent entre elles pour éviter qu'on ait des friches commerciales. L'idée, c'est de trouver une cohérence qui n'existe pas aujourd'hui. Mais ça ne va pas être simple. Parce qu'avant, chacun faisait de son côté. Les maires, évidemment, souhaitaient développer leur activité commerciale. Mais puisque maintenant les recettes tombent dans le pot commun de l'agglomération, ça va être plus simple, en tout cas, pour trouver une cohérence, mais il va falloir la faire accepter par tout le monde. Et ça veut dire la mort du petit commerce, notamment à Maurepas ou pas? Non, au contraire. Comment est-ce qu'on peut faire les deux alors justement? Alors justement, les ensembles commerciaux, on a déjà le double de surface par rapport à la moyenne nationale. On a un taux d'évasion qui est extrêmement faible. On a 24% de taux d'évasion sur le territoire. Ça veut dire que les Saint-Quentinois consomment là où ils habitent. Et ça, c'est très important. Et en plus, on a une surface commerciale, des surfaces commerciales qui sont le double de la moyenne nationale. Donc on a assez d'offres. Donc je pense qu'il faut arrêter, ou en tout cas repenser la manière dont on développe nos surfaces commerciales et trouver un équilibre avec nos commerces de proximité qui tissent le lien social avec nos populations. Et ce qui commence à ressortir justement de ce schéma avec lequel on est encore en discussion, c'est qu'il faut s'accentuer en effet sur la partie locale, continuer à densifier la partie commerciale dans les ensembles commerciaux, mais surtout à faire du renouvellement urbain, c'est-à-dire requalifier des centres qui sont vieillissants, mais pas forcément d'étendre les zones commerciales existantes, mais plutôt de s'accentuer sur les centres-bourgs, au travers d'une aide peut-être particulière pour aider les commerçants à refaire leur façade, peut-être à réaménager certains centres-villes, etc. Voilà. Et alors, on est au début là. Oui, par contre, quand on va par exemple au centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines, il y a quand même beaucoup de commerces qui sont fermés. On a l'impression que les gens le désertent un peu ce centre. Voilà, on en parle beaucoup, on en a parlé dans la presse. Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est simplement des rumeurs ou est-ce que voilà, Alors pour l'espace Saint-Quentin à Montigny, ce n'est pas le cas. Il y a une ou des cellules vides d'ailleurs qui seront bientôt remplies parce qu'il faut trouver aussi des investisseurs. Enfin, il faut trouver aussi des enseignes qui viennent. Souvent les locaux
locaux ne sont pas adaptés, donc il faut faire des travaux. Donc... Justement, est-ce qu'il n'est pas trop grand? Est-ce qu'ils ne sont pas trop grands, tous ces centres? Alors, je ne pense pas qu'ils soient trop grands, c'est-à-dire que là, par exemple, pour SkyWest, il y a un projet de restructuration intérieure avec de nouvelles activités basées sur le loisir. C'est l'idée de l'investisseur, parce qu'on a souvent des propriétaires privés, donc c'est ça aussi, il y a une espèce de frontière qui existe entre le pouvoir public que nous représentons l'agglomération et la partie privée, où on ne peut pas s'immiscer totalement aussi dans les affaires privées, évidemment, mais on peut être en partenariat. Et donc là, comme j'ai récupéré évidemment ce dossier qui est passionnant, donc j'ai rencontré un certain nombre d'investisseurs et qui m'ont assuré qu'ils allaient développer la SkyWest, qui est un ensemble qui est totalement vide, qui est tenu uniquement par le cinéma. Donc on a un projet de développement, mais il faut que ce projet de développement soit cohérent aussi sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas de faire des activités qui existent aussi ailleurs pour éviter justement que ça se cannibalise. Donc ça va prendre du temps, mais en tout cas sur la partie SkyWest et Espace Saint-Quentin, c'est bien parti pour être redynamisé. Il faut qu'on trouve aussi une cohérence sur le travail du dimanche, parce qu'on a des zones comme Aquanières ou Les Clays qui sont ouvertes tous les dimanches, parce qu'on appelle ça les anciennes zones puces, maintenant c'est des zones commerciales. Ils sont ouverts tous les dimanches ils sont ouverts par dérogation, alors que Paris-Ouest ne l'est pas, alors que l'Espace Saint-Quentin et SkyWest ne l'est pas. Donc il faut aussi qu'on trouve une cohérence pour justement éviter qu'on ait ces concurrences trop fortes sur le territoire et que ça vide une zone plutôt qu'une autre. Donc il y a un gros travail à faire et un gros travail de lobbying, de rencontre avec les investisseurs et surtout d'avoir une visibilité à long terme avec eux. Et le fait aussi de faire un schéma de développement commercial, ça va permettre en CDAC, ce qu'on appelle en commission de développement d'aménagement commercial, donc les commissions qui valident les projets commerciaux de plus de 1000 m², de dire voilà, non, nous on a un schéma sur l'agglomération, on ne peut pas accepter votre projet. Oui, on a un schéma, oui, on peut accepter votre projet parce qu'il y a une cohérence. Et ça va être un outil aussi d'aide à la décision. Est-ce que justement cette décision, parce que vous en parlez, et ce gros travail n'est pas freiné par le nombre d'habitants, le nombre de communes qui augmente de plus en plus dans cette agglomération? Si je ne me trompe pas, on est à 230 000 habitants au total maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance quand même? Est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment arrêter ce développement de l'agglo? Alors, moi je pense que les 12 communes, c'est pour ça qu'on s'était battu contre l'ensemble à 800 000 habitants. Souvenez-vous, il avait été souhaité par l'État, un espèce de mastodonte. D'ailleurs, on s'y repère plus entre la région, la métropole, les grosses intercos. Ça pose des questions sur la manière dont on fonctionne nos institutions. Je pense que réformer la carte territoriale, c'est bien, mais si on cumule à chaque fois les compétences, les échelons, on ne s'y retrouve plus. Donc il faut que ça soit clair. Je pense qu'un territoire à 12 communes, c'est cohérent. Ça correspond au bassin de vie. Après, à terme, je pense que dans les 10 ans qui viennent, on ne va pas échapper peut-être à une fusion avec Versailles Grand Parc, voire Saclay. Mais quelle logique avec la région et la métropole? C'est ça aussi. Et puis après, on va s'éloigner aussi peut-être, voire même sûrement, de l'échelon local. Il ne faut pas qu'on vienne des technocrates qui font les choses dans leur coin, qui n'ont plus accès au terrain. Donc voilà, ça pose en effet des problèmes démocratiques. On va terminer par quelques questions sur l'actualité nationale. L'hebdo politique. Vous ne cachez pas votre soutien à Nicolas Sarkozy, qui va, comme d'autres, participer à la primaire Les Républicains dans quelques jours, quelques semaines. D'abord, est-ce que cette primaire est une bonne chose? Il y a beaucoup de candidats. Est-ce que ce n'est pas encore alimenter le débat? Ils sont trop nombreux, on ne sait plus où on en est. Est-ce que le débat d'idées n'est pas un peu faussé là quand même? Ils sont trop nombreux. Alors oui, ils sont nombreux. Alors après, c'est la démocratie. Malgré tout, moi, j'ai pas encore fait mon choix pour cette primaire. J'avais soutenu évidemment Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012. Mais pas forcément pour cette fois. J'ai pas encore fait mon choix parce que je trouve que tous les candidats ont des qualités, ont une expérience aussi à apporter. Moi, j'ai envie de renouveau. J'ai envie. Vous savez, avant de se positionner sur un homme, je pense qu'il faut déjà se positionner sur un projet. Et le pays est tellement divisé, on est dans une crise sociale et économique extrêmement forte, qu'il faut déjà qu'on règle le problème au travers d'un projet solide, avec peut-être 5 ou 10 réformes structurées et fortes, et qu'on les fasse réellement. Et donc là, je suis en train de lire les programmes des uns et des autres, et c'est vrai que je m'y retrouve chez Nicolas Sarkozy. Parfois, je ne suis pas d'accord aussi avec lui sur certaines propositions qu'il a faites récemment. Parfois, je suis d'accord aussi avec Bruno Le Maire, avec François Fillon. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Je le ferai bientôt. J'attends les débats.
J'attends que tout le monde sorte un programme et je ferai mon choix en conséquence. Après, sur la pertinence d'une primaire, moi, ce qui me dérange, c'est que je pense que nos institutions ne sont pas faites pour ça. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Et donc là, c'est un peu la course à l'échalote, c'est-à-dire qu'on a, et c'est unique au monde, on a une élection finalement qui est à 6 tours. On a 2 tours à la primaire, on a 2 tours à la présidentielle, et on a 2 tours aux législatives. Sans parler peut-être des 2 tours de la primaire à gauche. Une primaire à gauche, on a un président sortant qui va se présenter à une primaire à gauche. C'est particulier. On essaie de se caler sur le modèle américain, qui est un régime présidentiel. Nous, on a un régime parlementaire. Donc soit on réforme nos institutions, et à ce moment-là, on va droit devant, mais là, on fait du bricolage, avec un mandat présidentiel qui est de 5 ans. Moi, je pense qu'il faut peut-être aussi le revoir, hein, peut-être un mandat de 7 ans unique, pourquoi pas, avec un président qui fait des réformes fortes pendant tout ce temps. Je pense qu'il faut limiter aussi le cumul dans le temps de nos députés. Je pense qu'il y a un renouveau politique à incarner. Moi qui suis jeune, 34 ans, j'ai été... oui. Non, allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai été aussi élu sur le renouveau, de changer des pratiques, d'avoir un regard neuf sur la politique. On a une défiance vis-à-vis du politique, surtout au niveau national, où d'ailleurs et on pourtant, François Fillon, qu'on connaît depuis des années. Oui, Alain Juppé, par exemple. Alain Juppé, et pourtant Nicolas Sarkozy. Ça fait 30 ans, c'est les mêmes depuis 30 ans. Donc ça prouve qu'on a... Que des hommes aussi, pratiquement. Absolument. Moi, j'apprécie aussi beaucoup Valérie Pécresse. Ça fait partie aussi du renouveau, peut-être pour la future présidentielle. Mais voilà, il y a besoin de neuf, de nouvelles idées, de changer nos modèles. Mais est-ce qu'en politique, on les laisse parler, justement, les jeunes ? Est-ce que vous avez eu du mal, vous, Moi, oui, bien sûr que j'ai eu du mal. Parce qu'on a un système où on renouvelle sans arrêt les mêmes. Et que c'est très difficile quand on est jeune de percer en politique, et puis même pour d'autres catégories de la population, parce que voilà, c'est un système qui vit enfermé sur lui-même et que chacun veut garder sa place. Alors quand on y est, évidemment, la place est bonne, évidemment, mais ça prouve bien qu'on a et cet éloignement justement des Français vis-à-vis de la politique, même s'ils ont soif de politique, les Français. Mais ils ont envie de neuf. Et bien justement, je pense qu'il faut réformer nos institutions pour qu'on ait une démocratie dynamique. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas être de la société civile, en dehors des partis ? Est-ce qu'il ne faut pas être Emmanuel Macron dans ce cas ? Avec ce profil-là ? Mais pourquoi pas ? Mais après, je pense que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de projet. Je pense que même qu'on fasse partie ou pas de la société civile, je pense qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe. Voilà. Ce qui fait aussi la force d'un homme qui veut gouverner un pays, c'est son équipe qui l'entoure. Ça peut être des personnes de l'administration, surtout de l'entreprise aussi. On manque terriblement aussi de députés ou de sénateurs qui viennent du monde de l'entreprise. Et Dieu sait qu'on en a besoin, justement, de la réalité économique. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose d'homogène et non pas d'hétérogène pour accompagner un homme qui est aux destinées d'un pays. Et ça, c'est pas... que le renouveau, c'est aussi un peu l'expérience, c'est en même temps la manière, une vision du territoire. Moi, je suis effaré que maintenant, déjà dans les médias, c'est la course à la petite phrase, et on entend les candidats divers et variés qui réagissent sur des petites politiques comme ça sectorielles. Moi, j'ai besoin d'entendre quelle politique étrangère on veut mener, quelle politique industrielle on souhaite pour la France. Je n'entends pas tout ça. Cette vision de l'État stratège, ces débats de fond dont on a besoin, je ne les entends pas, donc c'est pour ça que je suis... peut-être venir, justement, avec la primaire. Oui, avec les débats, mais je les attends avec impatience. Pour le moment, voilà, tout le monde, c'est la course à la baisse des impôts. Oui, d'accord, c'est bien, mais on fait comment pour financer le modèle social ? Est-ce qu'on revient dessus ou pas ? Les collectivités locales, moi en tant que maire, là, on nous a asséché depuis 3-4 ans, on veut baisser la dépense publique, mais est-ce que les collectivités locales vont encore être mises à l'effort ? Parce qu'après, c'est transférer l'impopularité sur les maires. Beaucoup de maires augmentent les impôts parce que l'État se désengage. Donc, impopularité assumée par les maires alors que c'est l'État qui mène ces réformes. Donc voilà, j'ai plein de questions, j'ai pas de réponse. C'est une belle conclusion. Oui. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir, Grégory Garestier. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain.